C'est-à-dire que ce caractère discriminatoire positif dans un premier temps du personne déplacée peut être finalement négatif finalement par rapport à ceux qui sont dans les mêmes situations mais n'ont pas subi le déplacement. Et on est assez attentif à ne pas discriminer vis-à-vis des besoins des populations sur la ligne uniquement du déplacement. Et je pense que l'action qui est menée au Congo aujourd'hui ou dans d'autres contextes est assez particulière par rapport à nous. Joseph Zapater. Oui, en réaction au cas d'Haïti, j'ai bien compris qu'on parle de conflit interne, mais je pense que le raisonnement s'applique aussi bon, Haïti c'est des désastres naturels, mais le raisonnement s'applique aussi à conflit interne. Bon, là vous touchez un point sensible. Je passais un mois à Haïti entre février et mars cette année, et je suis d'accord avec vous en partie. On avait les outils en Haïti pour compter les personnes qui étaient déplacées. Ça existait. Il y avait des experts qui ont été déployés par le HCR, ça peut être quelqu'un d'autre, mais les outils étaient sur la table. Et là, je veux être très sincère. La raison pour laquelle on n'a pas compté les IDP, on n'a pas vraiment mesuré le problème des personnes qui sont rechappées de Port-au-Prince vers les provinces, c'est que la communauté internationale a été incapable de prendre cette décision. Pourquoi ? Parce que vous connaissez qu'il y a un système de cluster, donc qui repartit les responsabilités, et jusqu'à maintenant, on n'a pas pris la décision de qui est responsable de compter les IDP. Donc, moi, je rentrais d'Haïti assez triste, je pense. Et alors, je vais peut-être remettre la question à mes collègues qui sont dans le public. Est-ce qu'on est en train de faire un bon boulot comme communauté humanitaire avec les déplacés internes ? Et là, on fait toujours la différence avec les réfugiés. Bon, et ça, je pense que c'est salutaire de le dire aussi. Le HCR a une autorité légale avec les réfugiés. Un réfugié, c'est quelqu'un dont le rapport de citoyenneté avec son État a été brisé. Alors, le HCR se substitue à cette protection de l'État qui n'existe plus. Alors, c'est pour ça que le HCR a une autorité légale vis-à-vis des réfugiés. Le HCR a la capacité de décider qui est un réfugié et qui ne l'est pas, même si l'État, disons, n'a pas pris la même décision. Bon, avec les IDP, il n'existe pas une organisation humanitaire qui s'occupe des IDP. Il n'y a pas quelqu'un qui prend les décisions. Alors, bon, on va développer ça d'ailleurs dans un instant. Voilà. Alors, on a beau dire, et moi je pense que c'est très bien la diversité, mais des ONG, de IOM, le mouvement de la Croix-Rouge, etc. Mais parfois, quand la personne qui prend les décisions, est-ce qu'on fait un bon boulot ? Question. Michel. Oui, juste très rapidement, parce que je partage tout à fait ces points de vue et juste pour les mettre en relief et insister, je crois qu'effectivement, il y a de fait, malgré tous les discours et les principes, il y a une dominante dans le monde humanitaire qui est la solution du camp. Hein, et c'est comme si c'était naturel, pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées, et ça vient d'être rappelé. Moi, j'y ajoute, cette immédiateté du camp, elle va aussi avec la culture du kit. Et bon, là, on peut rentrer dans une autre polémique, mais je pense que c'est ce problème d'adaptabilité, justement, hein, et de s'imposer, c'est la culture du kit, et même les concurrences entre le meilleur kit et entre les ONG ou entre les grandes agences. Simplement, je crois que en toute honnêteté, il faut de la minutie, et il faudrait reprendre à chaque fois qu'est-ce qui constitue le camp, et refaire à la fois, non pas les grands principes, mais le détail d'une temporalité, d'un mouvement de population, comment des populations, à un moment donné, ont manifesté quelque chose, on dit nous sommes réfugiés là, et réfugiés est le terme générique, soit déplacés, réfugiés, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et il faudrait pouvoir à chaque fois refaire un travail qui consisterait à accompagner finalement ce qui se passe. Alors je sais bien qu'après ça peut paraître complètement utopique, mais il y a un renversement de perspective à avoir. Et le coût économique de ce renversement de perspective, à mon avis, il n'est pas aussi important que ce qu'on croit quand on défend
les clusters, les grands dispositifs, etc. J'ai évoqué dans le livre que vous avez mentionné que pour moi, quand il y a un camp, il y a une mise en place d'un gouvernement humanitaire, c'est-à-dire on est dans un très gros dispositif qui laisse peu de solutions, même si à l'intérieur de ce dispositif, il y a des gens de bonne foi en disant on va essayer de bien s'en occuper. Mais c'est la mise en place même de ce dispositif avec toutes ces narratifs, ces clusters et ces idées préétablies, indiscutables apparemment dans leur efficacité, qui imposent ce mode de gouvernement dans ces contextes-là. On va développer ça un peu dans la dernière partie, mais il y a une intervention aussi dans la salle, je crois. Voilà. C'est plutôt une question aux intervenants. Pour souligner un des aspects qui a été soulevé par Madame sur l'expérience faite en Ouganda. Il me semble que les populations déplacées, c'est d'abord un enjeu de développement plus qu'un enjeu d'organisation humanitaire. Et j'aimerais savoir si les intervenants, dans leur réflexion sur ces enjeux par rapport aux populations déplacées, intègrent le phasage de la réponse d'urgence et la sortie de crise, et si en analysant les causes très différentes de population, parce qu'après tout, dans un état normal et développé, normal, je mets beaucoup de guillemets, mais disons un état de droit et développé, les populations peuvent se déplacer et personne n'appelle le HCR. Donc, c'est parce que ça se passe dans des pays en guerre, en plus pauvres, où en plus il y a des typhons, des tremblements de terre, et quelquefois il y a tout ça à la fois. Donc l'enjeu de fond, qui est à la fois dans les causes et dans le catastrophisme des effets, c'est le sous-développement. Donc est-ce qu'on ne peut pas replacer, ou est-ce que vous replacez, ou comment vous le faites, la problématique population déplacée par rapport aux enjeux de développement, et du coup d'adapter des outils qui, dès la phase d'urgence, vont vers le développement. Et là je reprends tout ce qui a été dit en matière par M. Agé, je crois, sur la guerre crée les villes. On peut faire des villes capables d'accueillir des populations déplacées. En tout cas, les agences d'aide au développement peuvent faire des villes capables d'accueillir des déplacés. Merci. Anne Zaindad, peut-être pour répondre à Madame Avon, donc sur le contexte, c'est-à-dire en sachant on essayait de voir ça dans le cadre des conflits armés, mais d'essayer de voir effectivement comment de la crise on passe au post-crise et puis comment on peut gérer un environnement durable autour de ces IDP. Bon, c'est assez intéressant parce qu'on parle effectivement beaucoup de déplacement dans les situations de conflit, mais finalement on a assez peu parlé de la dynamique du conflit elle-même. Oui. Et dans des situations de pays développés ou sous-développés, l'impact d'un conflit sur des sociétés comme les nôtres serait tout aussi terrible et probablement encore plus catastrophique pour des populations qui sont probablement encore moins adaptées à se déplacer. Si on devait vider la moitié de Paris parce que bombardé, je pense que ce serait effectivement l'impact que ça aurait sur les communautés autour ou sur l'entièreté de la population française serait effectivement tout aussi catastrophique qu'au Soudan, qu'au Congo ou qu'au Pakistan aujourd'hui. Donc là, je pense que l'impact du conflit sur les populations civiles, les mouvements que ça engendre en termes de déplacement, moi j'ai tendance à dire aujourd'hui on est dans des situations de conflit où les violences font une dizaine de tués, une centaine de blessés et puis 100 000 déplacés parce que les gens ont compris dans les dynamiques de conflit qu'on a aujourd'hui que le respect finalement sa propre protection au sens du droit international comme il existe et finalement la responsabilité qu'ont les parties au conflit de faire la distinction entre des cibles civiles et des cibles militaires, il est de plus en plus difficile à faire. Soit parce qu'il n'y a pas la volonté, soit parce que la guerre a lieu au cœur de populations finalement relativement nombreuses. Donc c'est vrai que, en tout cas en ce qui nous concerne, ce qui déclenche l'acte, le geste humanitaire, c'est quand même
des situations de crise, d'urgence, pas à cause du déplacement, mais à cause du conflit.